but le jour de l'examen, mettez entre parenthèses, par exemple, EMC 2020, EMC 2018, selon la bibliographie. Bien sûr, lorsque je vous donnerai le polycopier, il y aura la bibliographie. D'accord. Donc, on commence. Alors, les zoonoses, bien sûr, la majorité des informations datent depuis des années. C'est pas seulement quelques statistiques, quelques notions sont récentes. Donc, les zoonoses sont des maladies, ou bien sont les maladies infectieuses, parasitaires, bactériennes ou virales, transmissibles des animaux à l'homme. C'est ça le principe. C'est que ça soit transmissible de l'animal à l'homme. Elles sont très nombreuses et plusieurs maladies émergentes sont d'origine zoonotique. Donc, ça commence à certaines maladies constituent vraiment des problèmes de santé publique pour certains pays. L'altération de l'environnement peut être corrélée à une augmentation du risque de zoonose. Qui dit environnement dit réchauffement, pollution et tout ça. Donc, et finalement, ça augmente même le risque de zoonose. Le plus souvent, un agent de zoonose infecte plusieurs espèces animales. L'homme peut contracter un grand nombre de zoonoses, mais beaucoup de ces infections sont asymptomatiques ou ne provoquent que des atteintes bénignes. Donc, souvent, c'est confondu avec d'autres infections. C'est un syndrome grippal. Donc, ça reste comme ça, sans trace, sans explication. Et sont alors de découverte fortuite. Classiquement, la transmission interhumaine de zoonose est inexistante ou difficile, mais cette règle n'est pas absolue. On va voir les quelques exceptions. Les zoonoses professionnelles sont des maladies animales transmises ou susceptibles de l'être, mais cette fois, donc on peut avoir une zoonose sans qu'elle soit professionnelle. Mais là, on parle de zoonose professionnelle, ça veut dire que ce sont des zoonoses au final, mais c'est le cadre de l'activité professionnelle qui a générer ce risque ou bien qui a mis le travailleur dans cette situation de contamination. Les sources de contamination et les professions exposées. Donc là, on devine les professions en même temps avec les sources de contamination. C'est mieux. D'ailleurs, l'EMC de 2018, c'est eux qui ont adopté ce plan et j'ai beaucoup aimé. Ça nous sert beaucoup. Avant, il y avait beaucoup de classifications sur la base de la nature de l'agent pathogènes, virus, bactéries, parasites. Mais nous, en tant que médecins du travail, ça ne changera rien pour nous. Par contre, là, classer ou bien différencier entre les expositions, entre les sources de contamination et donc classer les zoonoses en fonction de ça, ça va nous aider. Ça veut dire si vous avez un ensemble du bétail, vous pouvez, à partir de ce cours, deviner les risques, deviner les germes qui risquent d'être transmis à votre travail. Donc, première source d'exposition ou bien de contamination, vous avez le contact direct, ça va de soi, avec des animaux ou leurs sécrétions. Deuxièmement, le contact avec les animaux morts, ça veut dire morts déchiquetés, leurs produits, leurs morceaux, etc. Transmission par un vecteur, manipulation d'agents pathogènes, environnement source de zoonose. C'est ça, les 5, en quelque sorte, chapitres de type de contamination et on va deviner avec les professions exposées. Donc, on commence par le premier, contact direct avec des animaux ou leurs sécrétions. Donc, on a les animaux d'élevage, les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les vétérinaires et leur personnel et dans les laboratoires. Donc, pour les animaux d'élevage, ça va de soi, ce sont les questions profession. Vous avez les éleveurs, les transporteurs d'animaux, les employés d'abattoirs. Pour les animaux de compagnie, vous avez les éleveurs, les magasins, enfin, les vendeurs dans les magasins de vente des animaux, les employés de chenilles, là où sont gardés les chiens, par exemple, personnel utilisant des chiens pour la garde. Donc, vous avez déjà en Algérie, certains agents de sécurité travaillent avec leurs chiens. Les animaux sauvages, là, nous avons comme profession le personnel des jardins zoologiques, il ne faut pas les oublier, les vendeurs d'animaux de compagnie, les gardes-chasse, les forestiers, ainsi que les personnes travaillant dans les pays tropicaux. Certains voyagent, font des missions dans le cadre du travail. Les vétérinaires et leur personnel particulièrement exposés lors des soins à des animaux malades ou de mise bas.
MISBA, c'est l'accouchement des animaux, pour ceux qui ne savent pas. Donc, dans les laboratoires, là, on parle de laboratoires qui ont des animaux, c'est-à-dire notamment les laboratoires de recherche, soit à des fins de recherche, soit à des fins de diagnostic. On passe à la deuxième, ou bien au deuxième groupe de sources de contamination. On a le contact avec les animaux morts. Là, c'est surtout la manipulation d'animaux morts. Par qui? Par le personnel d'abattoir. D'équarrissage, c'est là où on fait le découpage. Par exemple, en Europe, on n'achète pas comme ça. On peut acheter du poulet, etc. Mais il y a toute une chaîne comment dire, pour séparer les organes, pour le découpage, etc. D'ailleurs, ils sont exposés à beaucoup de TMS. Donc, les taxidermistes, là, les contacts avec les sous-produits animaux, viande, abats, viscères, os, etc. Les employés de mégisserie, les bouchers, les charcutiers, etc. Donc, troisième groupe, la transmission par un vecteur. Un vecteur, généralement, c'est un insecte. Vous avez les arthropodes, mouches, moustiques, tiques, puces, les vecteurs d'agents pathogènes, bactéries, virus et parasites. Généralement, donc, ce vecteur, dans la situation naturelle, s'il n'y avait pas l'homme là, en quelque sorte, le vecteur est censé transporter le germe, mais au sein d'une population animale. Donc, généralement, l'homme, il est accidentellement infecté. En quelque sorte, il remplace l'un des animaux dans cette chaîne de transmission. Là, le réservoir naturel, ce n'est pas l'animal malade, c'est l'ensemble animal vecteur. Hôte, sensible, vecteur. Parce qu'il faut être en contact si vous avez l'animal malade qui est très très loin, le vecteur ne pourra pas faire tout un voyage pour venir vous ramener le germe d'un autre pays. Donc, généralement, c'est juste à côté, il y a l'animal, ou bien cette population d'animaux malades, et il y a le vecteur qui va ramener cet agent et contaminer une personne. Donc, quatrième groupe, ça concerne bien la façon source de contamination, ça concerne la manipulation d'agents pathogènes. Donc, manipuler directement l'agent pathogène, sans l'animal. Là, c'est le cas des laboratoires d'analyse médicale vétérinaire, par exemple. Le personnel reçoit des prélèvements pouvant contenir des agents infectieux. Et il y a aussi les laboratoires de recherche. On va parler aussi des laboratoires de la santé humaine. Donc, dans les laboratoires de recherche utilisant des animaux, il y a des manipulations des agents microbiens. Si on fait des recherches, ça veut dire on fait des prélèvements à ces animaux, on va essayer de tester un vaccin, on va essayer de tester un traitement, etc. Pour le personnel de santé humaine, le personnel soignant, le personnel des laboratoires. Donc, soit on a un malade contaminé, par exemple, il présente une maladie, une zoonose. Donc là, on est face à lui, on risque d'être contaminé par ses sécrétions, son sang, etc. Et aussi, il y a le personnel de laboratoire qui va justement essayer de diagnostiquer cette maladie. Donc, il risque d'être contaminé en faisant cette opération. Enfin, on va passer à l'environnement source de zoonose. C'est-à-dire, vous avez ces animaux, ils vivent dans un environnement et après, cet environnement est contaminé. Il devient lui-même une source de contamination pour l'homme. C'est le cas, par exemple, vous avez les urines, les sécrétions respiratoires, vous avez des écuries, des locaux d'élevage, s'ils sont sales, ils sont pleins de sécrétions d'animaux malades. Donc, cet environnement devient une source de contamination pour les travailleurs, par voie aérienne à partir d'aérosols, c'est poussière bien sûr, par voie cutanée, si la peau est lésée ou muqueuse, surtout dans les zones humides, l'environnement hydrique, là où il y a l'eau, des solutions. Donc, source d'infection, il y a même pour les poissons qui peuvent être porteurs d'agents pathogènes pour l'homme. Les professions bien sûr exposées là sont les égoutiers, le personnel faisant des travaux au milieu aqueux. Bon, là en haut, on n'a pas cité les professions parce qu'on les a déjà citées en contexte d'animaux. D'accord, n'est-ce pas? Donc là, pour le milieu hydrique, on cite les professions. Donc, égoutier,
personnel faisant des travaux au milieu aqueux, dans les rivières, les lacs, etc., ainsi que les personnes manipulant le poisson, les pêcheurs, les poissonniers, eux aussi, ils peuvent être exposés. Le risque est plus lié à l'eau douce qu'à l'eau de mer, en dehors de contact avec les mammifères marins. Ça va de soi, l'eau de mer est salée, donc ça peut éliminer pas mal d'agents biologiques. Donc, c'est bon pour cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Non, ça va? Ça va? Oui. C'est clair? Donc, je pense même que ça sera facile à apprendre du moment que c'est classé comme ça. Donc, je pense que c'est un peu logique. Oui, Ça c'est va? mieux réparti. Question, pas de problème? Pardon? C'est mieux réparti que ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, de mettre comme ça des professions, il n'y a pas de logique. Par contre, Ouais. là, j'ai beaucoup aimé. C'est pas moi, hein, c'est l'EMC 2018. Donc, on passe aussi à leur façon de classer les zoonoses professionnelles. Donc, on a 8 groupes. Voici. On ne va pas les détailler tous là maintenant. Et sur votre polycopier, c'est vrai qu'il y a des cours qu'on doit détailler comme la brucellose, la leptospirose et la tuberculose bovine, ça va de soi. Déjà, on est concerné. Et pour les autres, quand même, j'ai veillé à vous mettre des petits résumés. Comme ça ne sera pas des noms seulement. Peut-être. Et puis, il ne faut pas croire que vous êtes des médecins du travail, vous n'êtes pas concernés. Au contraire, vous êtes plus concernés que l'infectiologue parce que lui, il reçoit déjà un tableau assez suspect. Par contre, nous, on peut avoir juste une consultation pour une asténie, une petite, comme ça, un nodule un peu suspect. Donc, avoir le réflexe, généralement, il faut avoir un ensemble de connaissances pour avoir ce réflexe et pour pouvoir suspecter une zoonose ou bien une maladie quelconque. Ça s'applique à beaucoup de maladies. Donc, notre rôle dans le dépistage est vraiment capital. Alors, donc c'est pour ça que je vous ai mis des petits résumés, enfin des petits paragraphes pour tout ce que vous voyez ici. Vous aurez un paragraphe, un petit paragraphe pour certains, quelques lignes pour d'autres et quelques pages pour le reste. Ok? Donc il faut pas que ça vous effraie. Il vaut mieux avoir le plus d'informations que de ne pas avoir l'essentiel. Et après, c'est à vous d'essayer de résumer, de prendre l'essentiel selon le temps que vous avez pour votre révision. Mais en dehors de la révision, je pense que c'est très intéressant de connaître. C'est essentiel même pour être un bon médecin. On ne peut pas être un bon médecin du travail si à l'origine, on n'est pas déjà un bon médecin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord, tant mieux. Donc là, on commence pour les zoonoses professionnelles. Le premier groupe, ce sont les zoonoses transmises par les ruminants, bovins, ovins et caprins. Donc là, ils nous ont facilité. Donc, si on a un ensemble, on connaît c'est quoi le contact. Le contact, c'est avec quel animal. Donc, c'est bon, on a notre liste. C'est plus facile à gérer et à organiser nos actions de prévention. Donc là, pour les zoonoses transmises par les ruminants, on a la tuberculose, le charbon, la brucellose, la listériose, la fièvre Q, les poxvirus, les encéphalopathies spongiformes bovines, les mycoses cutanées, périonychis et onychis. Donc là, ils ont classé comme ça. Pour les zoonoses d'origine porcine, bon, donc généralement c'est l'élevage du porc, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais on est obligé de connaître. Et puis là, c'est scientifique. Donc, rouget du porc ou érysipéloïde de Becker-Rosenbach. Et on va voir, vous allez voir après que c'est pas parce qu'on a mis zoonose d'origine porcine que ces germes, ces bactéries ou bien ces virus ne contaminent pas le bétail ou bien d'autres animaux. D'accord? C'est juste que c'est le plus fréquemment reconnu, mais il y a la possibilité de contaminer d'autres éléments, d'autres animaux, pardon. Comme on l'a dit, c'est que chaque agent peut contaminer un ensemble d'animaux et chaque personne peut être contaminée par plusieurs zoonoses. Donc, on a les zoonoses transmises par les carnivores sauvages et domestiques. Les maladies, vous avez la maladie des griffes du chat, les pasteurelloses, la rage, toxoplasmose, Echinococcus. Donc
Donc, déjà, en apprenant le plan, vous avez déjà, je pense, au minimum 30% pour répondre aux questions. Et après, vous allez approfondir comme ça, sous-titre par sous-titre. Les zoonoses transmises par les rongeurs, on a la leptospirose, la fièvre par morsure de rat, fièvre hémorragique avec syndrome rénal, les zoonoses transmises par les primates, infection AB virus, les monkeypox. Là, les primates, c'est les singes et famille. Donc, zoonoses transmises par les chauves-souris, vous avez aussi la rage, l'infection à Henipavirus, fièvre Ebola et Marburg. Donc, zoonoses transmises par les oiseaux, vous avez les campylobactérioses, grippe aviaire, ornithose, pitacos. Alors, deuxième et dernier groupe, maladies transmises par les arthropodes à partir d'un réservoir animal. On a pour les tiques, il y a la maladie de Lyme, tularemie, rickettsiose, ehrlichiose et anaplasmose, encéphalite à tique, babesiose. Pour les puces, on a la peste et les rickettsioses. Pour les moustiques, il y a un ensemble, vous trouverez quelques exemples sur le polycopier. Pour les phlébotomes, on a les leishmanioses et les fièvres à phlébovirus. Pour les simulis, c'est un type aussi d'insectes. Il y a aussi, vous trouverez quelques exemples. Et il y a enfin les zoonoses dues à un environnement hydrique. C'est les infections à Mycobacterium marinum, ça, tout ce qui est marin, leptospirose qu'on va détailler, les parasites susceptibles d'être transmis par contact avec l'eau en zone tropicale. Donc tout ça, ce sont des sous-titres sur le polycopier, mais pas maintenant dans la présentation, sinon on restera jusqu'à 1h du matin. Donc là, on va détailler quelques parties seulement. Pour les ruminants, donc on va les voir tous. Pourquoi? Parce que on est le Maghreb, c'est une zone généralement d'élevage, donc on est concerné quand même pour les bovins, les ovins, les capras. C'est pas comme les chauves-souris, c'est pas comme les singes, même si même nous on a quand même des animaux. Donc on commence. C'est bon? Il y a quelqu'un qui arrive apparemment. Accepter. Bonjour Ahmed Boutou. Alors, bonjour. Donc, on le laisse se joindre à nous petit à petit. Et on continue. C'est bon, vous n'avez pas de questions? Bonjour. Bonjour. Non. Bonjour. C'est bon pour les questions? Il n'y a pas de questions? Oui. Très bien. Bon, oui? Donc, on continue. Alors, pour les zoonoses transmises par les ruminants, on commence par la tuberculose, notamment la tuberculose bovine. Donc, voici juste une image de bacille bovin. Alors, pardon. La tuberculose due au Mycobacterium bovis. Bien sûr, ce Mycobacterium bovis fait partie du complexe Mycobacterium tuberculosis, qui contient le bovis, le tuberculosis, le Mycobacterium africanum et le microtyle. Bon, pour le tuberculosis et l'africanum, ça contamine uniquement l'homme. Donc, pour le bovis, c'est une zoonose, justement, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, ce sont des bacilles fins, de croissance lente, gram négatif, colorés par la fuchsine de Ziel, acido-alcoolorésistant. Les mycobactéries peuvent survivre plusieurs mois dans l'environnement. C'est les mêmes caractéristiques que vous connaissez de la tuberculose, Mycobacterium. La tuberculose bovine donc, est causée par le Mycobacterium bovis, qui est pathogène pour plusieurs espèces d'animaux, de ferme notamment. Et les symptômes de l'infection dépendent des organes atteints. La transmission interanimale, donc généralement, elle est essentiellement par voie aérienne,
digestive possible aussi lors de la consommation d'eau de breuvage, d'air, d'aliments, etc. Chez l'homme, la tuberculose bovine constitue une maladie émergente, notamment en co-infection VIH, donc notamment devant le développement de résistance aux antituberculeux. En 2015, près de 9 millions de personnes développaient une tuberculose bovine maladie, parce qu'on va voir après qu'il y a plusieurs types d'évolution. Donc, vous pouvez avoir la tuberculose bovine maladie, comme on peut avoir une autre forme silencieuse ou bien de complications, enfin, rechute, etc. Donc, à travers le monde, donc 15% étaient des co-infectés avec le VIH et 2 millions de décès. Donc, quand même, c'est assez énorme. La tuberculose bovine constitue un problème de santé publique en Afrique. On estime que 80% de la population serait en contact avec du bétail contaminé et qu'il y aurait 70 000 nouveaux cas de tuberculose bovine humaine d'origine zoonotique par an. Voilà. La source d'infection humaine par le Mycobacterium bovis, principalement c'est le bétail. La contamination se fait par voie aérienne directe. Ce sont les aérosols, d'urine, des poussières, des locaux, etc. Les sécrétions vaginales, le sperme, notamment lors des mises bas et tout ça. Donc, l'infection peut aussi être acquise par voie digestive, c'est le lait cru non pasteurisé, ça reste un problème, et par voie transcutanée aussi. Donc, une transmission interhumaine est possible. Ça, c'est important. Bon, elle n'est pas fréquente, mais elle est possible, elle reste possible. Donc, la symptomatologie de l'infection à Mycobacterium bovis, cliniquement, c'est la même. Vraiment, c'est la même que celle à Mycobacterium tuberculosis. Donc, c'est la même tuberculose que vous connaissez, qu'on connaît tous, d'autant plus que l'Algérie, c'est un pays d'endémie pour la tuberculose. Donc, on n'en débarrasse jamais pour le moment. Donc, pour la tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire, donc c'est la même chose. Mais les atteintes extrapulmonaires sont plus fréquentes avec le Mycobacterium bovis. Donc, vous avez plus de chances d'avoir, enfin, pas vous, plus de rencontrer des atteintes génito-urinaires, osseuses, ganglionnaires, etc. avec le bovis. L'évolution, ce sont les différents tableaux cliniques que l'autre tuberculose. La guérison spontanée, donc on ne se rend compte même pas. La maladie, c'est ce qu'on avait, on a donné les chiffres. Et même principe de diagnostic et de traitement que la tuberculose à Mycobacterium tuberculosis. Donc là, je ne les ai pas repris. Seulement, il y a une spécificité pour le bovis, c'est qu'il est résistant naturellement au pyrazinamide. Et qui dit pyrazinamide, ça veut dire c'est l'un des, quand même, des piliers du traitement de la tuberculose. Donc, il est naturellement résistant. La prise en charge thérapeutique des tuberculoses à Mycobacterium bovis constitue un réel défi à cause de cette résistance. Donc en Algérie, vous avez l'arrêté interministériel du 26 décembre. Il est disponible sur Internet, mais si vous voulez, je peux vous les envoyer avec le cours. Donc, il fixe les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la tuberculose bovine. Bien sûr, ça ne concerne pas que les médecins. Au contraire, ça concerne beaucoup plus les vétérinaires et les autorités de wilaya, etc. Donc, c'est la déclaration de tout cas de tuberculose bovine à l'autorité vétérinaire et à la direction de la santé publique de la wilaya. La wilaya doit prendre les mesures nécessaires. Là, ce sont les grands principes, hein, les grandes lignes de cet arrêté. D'ailleurs, il y en a 3, 2 pour la brucellose et 1 pour la tuberculose. Mais c'est la même date. Donc, arrêté interministériel du 26 décembre 1995. Donc, ça vous fera moins de détails à prendre. La wilaya doit prendre les mesures nécessaires à la protection de l'homme, mise en place de mesures sanitaires obligatoires, c'est-à-dire dépistage, isolement, marquage des bovins reconnus tuberculeux et l'abattage et la désinfection. Ça veut dire qu'il faut éliminer le bétail malade, sinon il va contaminer la population. Enfin, la réparation pour la tuberculose bovine, c'est le même tableau.
Donc, le tableau des maladies professionnelles numéro 40, relatif aux affections dues aux bacilles tuberculeux de type humain et bovin. Ce tableau particulier intègre deux parties, A et B, distinctes tant par la désignation des maladies que par les travaux énumérés. Donc là, vous trouverez les travaux concernant le bovis. Bien sûr, il ne faut jamais oublier que la tuberculose, c'est une maladie à déclaration obligatoire en Algérie. Il ne faut jamais oublier de déclarer. Donc, on passe à la deuxième zoonose du groupe zoonose transmise par les ruminants, c'est le charbon ou bien l'anthrax. C'est bon, pas de question pour la tuberculose? Ça va? Oui. Oui, ça va. Ça va, bien. Très bien. Donc, on passe au charbon. Là, on ne va pas beaucoup détailler, mais donc, causé par le Bacillus anthracis, bacille à gram positif, capsulé et sporulé. Les spores restent infectieuses des dizaines d'années, en particulier dans le sol. C'est un agent de bioterrorisme, donc ça veut dire qu'il y a des pays qui le gardent comme ça dans des laboratoires dans un but c'est une arme d'attaquer un jour un pays avec. Même Bruxella, hein, je ne l'ai pas encore cité, mais même Bruxella, récemment, c'est décrit comme un agent de bioterrorisme. Donc, la bactérie n'est pas directement pathogène. L'individu infecté n'est pas contagieux. C'est la pénétration des spores dans l'organisme qui est responsable de l'infection. Pour le Bacillus anthracis, il infecte tous les mammifères. Le mouton est très sensible à l'infection. Les carnivores sont résistants. Donc là, les carnivores ne seront pas infectés. Les symptômes varient avec l'espèce animale et le décès peut être subit et précoce. Là, ce sont les animaux. Pour la maladie humaine, elle est rare. Elle survient surtout au milieu professionnel, au contact d'animaux infectés. Il n'y a pas de transmission interhumaine. L'infection locale la plus fréquente se traduit par une lésion ulcéro-nécrotique cutanée, c'est la pustule maligne. L'infection peut être oropharyngée, c'est l'œdème malin. L'atteinte du tube digestif, c'est le charbon gastro-intestinal, rare, mais souvent mortel. Donc, voici quelques images pour la pustule maligne. Donc là, vous voyez quand même. C'est bon? Pas de questions? Je passe? Oui. Oui, il n'y a pas de question. D'accord. L'inhalation de spores provoque une atteinte respiratoire sévère. Donc, c'est le charbon pulmonaire. Donc, ça dépend. Il y a aussi le charbon hémorragique qui pouvant conduire au décès. L'infection par inhalation est classique lors de la manipulation de laine contaminée par des spores avec des pots d'importation. C'est la maladie des cardeurs de laine. Donc, c'était une maladie professionnelle ancienne, connue. Des infections lors de travaux dans des terrains contaminés par des animaux morts, parfois plusieurs dizaines d'années auparavant. Vous imaginez, vous travaillez, enfin, on travaille sur un terrain qui a été contaminé des dizaines d'années auparavant par des animaux morts. Et là, il reste quand même source de contamination. D'ailleurs, les gens appellent ça des champs maudits. Les insectes hématophages aussi peuvent, comme le taon, c'est un insecte, le voici d'ailleurs. Donc, ils sont connus comme vecteurs passifs de la bactérie. On passe à la brucellose. Là, on va la détailler, bien sûr. Donc, qui fait partie, bien sûr, de ce premier groupe. Alors, concernant les données épidémiologiques, elle est causée par différentes espèces de Brucella, mondialement répandue. Elle est endémique dans plusieurs pays méditerranéens, dont l'Algérie, au Moyen-Orient aussi, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique centrale et du Sud. Ce sont des cocobacilles à gram négatif de petite taille, immobiles, isolés ou en paire. Donc, des fois, ils s'associent 2 à 2. Non capsulées et non sporulées. Ce sont des bactéries intracellulaires. Là, c'est important. Dans le choix après des antibiotiques, il faut qu'ils agissent en intracellulaire. Facultatives du monocyte macrophage. Les espèces les plus importantes sont Brucella melitensis ou Brucella il y a aussi abortus et suisse. Donc, on va détailler après, ça concerne qui. Donc, on va ici une image de celle-là. Le réservoir. Les animaux domestiques d'élevage, ovins, caprins, surtout ça. Des animaux sauvages aussi, c'est possible, comme le renne, le bison. Ils jouent un rôle de réservoir dans certaines parties du monde. Bon, pas chez nous. La spécificité d'hôte à chaque espèce est relative.
Ça veut dire que lorsqu'on dit le melliton 6, il infecte les ovins et les caprins, le Brucella abortus, il domine largement les bovins, et le Suisse, c'est spécifique des porcs, mais il y a quand même des exceptions. Les animaux sont souvent infectés de façon chronique et rejettent les bactéries dans l'environnement par les produits d'avortement notamment, le lait aussi chez les femelles, leurs urines ou leurs fesses. Tout ça contamine l'environnement. Donc, les modes de transmission pour l'homme, bien sûr, par voie cutanéo-muqueuse, contact professionnel avec des animaux malades ou leurs produits d'avortement, les placentas, les sécrétions génitales, les litières, les cultures bactériennes, par voie respiratoire ou par voie conjonctivale sans contamination interhumaine. C'est pas parce qu'on est contaminé par Brucella qu'on va contaminer l'autre par voie aérienne. Non, ça n'existe pas pour le moment. Par voie digestive, donc produits laitiers, le lait non pasteurisé et produits transformés à base de lait cru, les abats insuffisamment cuits et qui sont contaminés. Donc la pathogénie, la brucellose réalise une bactériémie à point de départ lymphatique. Elle évolue en 4 phases. La première étape, elle est lymphatique, c'est la phase d'incubation, souvent silencieuse. La deuxième étape, c'est la phase bactériémique, c'est l'infection aiguë. Positivité des hémocultures, apparition décalée des anticorps. Troisième étape, bien sûr, on va détailler chaque étape. Troisième étape, phase de focalisation, pardon, c'est l'infection subaiguë. Il y a des localisations secondaires qu'on va détailler aussi. Quatrième étape, phase de chronicité, des signes subjectifs, parfois de focalisation, mais également de phénomènes de type hypersensibilité retardée. Et ça constitue un vrai problème parce que généralement, c'est très, très difficile à traiter, voire même impossible. Donc, les aspects cliniques de la brucellose. Pour l'incubation, elle a une durée moyenne de 15 jours, pouvant s'étendre à 1 mois, voire plusieurs mois. L'installation des manifestations cliniques peut commencer comme ça brutalement en 48 heures ou bien plus progressivement, plus d'une semaine. Elles sont peu spécifiques, comme toutes les infections généralement. C'est très variable dans leur présentation et leur intensité. Dans près de 90% des contaminations, l'infection est asymptomatique, essentiellement due à Brucella abortus. L'infection brucellienne donc, se déroule typiquement en 3 phases. Chacune d'elles peut rester paucisymptomatique, voire muette. Ça veut dire que chacune de ces phases, on peut la sauter. On peut avoir une infection aiguë ou pas. On peut avoir une infection subaiguë ou pas. On peut avoir une infection chronique ou pas. Et on peut ne pas avoir une infection aiguë et passer directement à la subaiguë, être diagnostiqué directement à la phase de focalisation, ou à l'inverse, être diagnostiqué, et je pense que c'est la pire, c'est d'être directement diagnostiqué à la phase chronique, parce que là, c'est trop tard, l'antibiotique ne fera rien. Donc, c'est ça le problème de ces patients. Donc, les manifestations cliniques sont peu spécifiques à la forme septicémique. Surtout, c'est une fièvre sudoro-algique. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Une fièvre qui s'accompagne avec beaucoup de sueur, et surtout malodorante, et avec beaucoup de douleur. En plus, elle est cyclique, donc elle va, elle revient, elle va, elle revient. C'est évocateur de la brucellose. Il faut penser à la brucellose. On peut avoir aussi un malaise, des frissons, des courbatures, des céphalées, arthromyalgie, etc. Bien souvent, des sueurs abondantes nocturnes. Donc, parfois malodorantes, surtout si la bactérie, c'est le Brucella abortus. Donc, on peut avoir aussi une hépatosplénomégalie, dont 25 à 40%, plus des adénopathies périphériques. 3 ou 4 ondulations, chacune d'une durée de 10 à 15 jours. Donc, vous avez tout ce tableau, ou bien en partie, hein, c'est pas systématique d'avoir toute la symptomatologie. Donc, 10 jours, 15 jours, et après, ça revient. Et on peut avoir ça, 3 à 4 ondulations, toujours dans la forme aiguë. C'est ça donc, c'est une forme aiguë qui est assez prolongée, qui peut être assez prolongée. Donc, après, on passe à l'infection subaiguë, ou bien la forme focalisée. Elle succède à une période aiguë, bruyante, ou bien elle est révélatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit il y a une période aiguë qui était assez remarquée et ça a incité la consultation et tout ça, ou bien c'est la phase subaiguë qui a révélé la maladie. On est passé directement, on a rencontré le patient à la phase, à la forme focalisée.
Donc, ces focalisations touchent surtout le système ostéo-articulaire, ou bien ce sont des focalisations ostéo-articulaires pour 10 à 85% des cas. Les localisations vertébrales, ce sont les prédominantes, ce sont les spondylodicites surtout, peuvent conduire au pseudo-mal de Pott, militococcique, donc ça ressemble un peu au mal de Pott de la tuberculose, avec risque d'épidurite et d'abcès paravertébraux. Le plus souvent lombaire, donc ça touche, ces localisations sont surtout lombaires, L4, L5 et L5, S1, comme les hernies discales d'ailleurs. Dans 10 à 30% des cas, plusieurs vertèbres sont atteintes. Chez le sujet âgé, ce sont ces spondylites qui sont les atteintes les plus fréquentes. C'est-à-dire, ce sont les localisations les plus fréquentes du sujet âgé. On va voir après que le sujet jeune, ses localisations à lui, c'est surtout les sacroiliites. Donc, ce sont des polyarthrites asymétriques, comme ça. Soit des arthrites, on peut avoir des arthrites. Les monoarthrites sont rares, sont assez rares. Donc, c'est souvent des polyarthrites comme ça, asymétriques. On peut même avoir des osteites. Après, on passe à d'autres types de focalisations. Ce sont les focalisations urogénitales. Rappelez-vous, quand on a parlé du bétail, on a dit que ça contamine surtout les appareils urogénitaux. Et il y a une contamination avec les... Pourquoi il y a une contamination avec les produits de mise bas et les produits d'avortement? Parce que justement, c'est une localisation prédominante chez l'animal. La localisation urogénitale de la maladie, elle est prédominante chez les animaux. Et c'est pour ça, ça contamine l'homme, notamment les professionnels, lors des, tout ça, les accouchements, enfin, les mises bas et les avortements. Donc, les focalisations urogénitales chez l'homme, chez l'être humain, sont relativement fréquentes. On peut avoir des pyélonéphrite, l'abcès rénal, orchiépididymite, prostatite chez l'homme, abcès tubo-ovarien, salpingite et même une endométrite chez la femme. Donc, les manifestations digestives, après l'ostéo-articulaire, les urogénitales, on a les manifestations digestives. Mis à part nausées, vomissements, constipation, diarrhée, on peut avoir une hépatosplénomégalie. Donc là, en dehors de l'hépatosplénomégalie dont on a parlé, la phase aiguë. Là, c'est autre chose. Là, c'est une focalisation. Donc, 15 à 40% des patients, enfin, chez 15 à 40% des patients qui font des localisations comme ça, digestives. D'ailleurs, c'est l'intérêt du scanner pour détecter tout ça, l'IRM et tout ça. Donc, rarement, on peut avoir une hépatite granulomateuse, une cholécystite même, un abcès hépatique ou bien splénique. Auparavant, il y avait l'hépatosplénite hémorragique, qui est rare maintenant, mais elle était vraiment spécifique de la brucellose à l'époque. Donc, les atteintes septiques neuroméningées, donc là, tout ce qui est neuro, elles sont rares, mais graves. On peut avoir des méningites, méningo-encéphalites, abcès cérébral ou cérébelleux, des myélites, atteintes des nerfs crâniens, syndrome de Guillain-Barré même. Pulmonaire, cardiaque, brucellose polyviscérale maligne, là, c'est une forme assez très grave, donc qui se compose d'une insuffisance rénale, une hépatite nécrotique avec une endocardite. Et souvent, c'est l'endocardite qui cause le décès dans ces formes sévères. C'est pour ça qu'on en parle là, juste après l'atteinte cardiaque. Donc, pour l'atteinte oculaire, il rencontrait des kératites, ulcères cornéens, uvéites, endophthalmie, des adénopathies médiastinales, des manifestations hématologiques, des anémies, des leucopénies, thrombocytopénies et même des pancytopénies. C'est difficile de penser à la brucellose devant chacun des symptômes, mais devant le contexte d'exposition, devant un ensemble un bon interrogatoire, des notions comme ça de fièvre, même si ça remonte à plusieurs mois auparavant. Donc, il faut y penser. Et notamment, nous, en Algérie, on a la notion épidémiologique. Donc, le contexte, épidémiologique. Donc, l'infection chronique, donc c'est la troisième phase, elle n'est pas obligatoire, heureusement d'ailleurs,
Donc, elle se révèle longtemps après une contamination, plus de 6 mois. Elle peut être inaugurale si l'infection initiale a été inapparente. 3 types de manifestations la caractérisent. La première, c'est la patraquerie bruxellienne. C'est vraiment un ensemble, c'est un syndrome subjectif. Le médecin est face à des patients qui ont ça, qui ont ce genre de problème, et il n'arrive pas à diagnostiquer parce que tout simplement, c'est à 100% subjectif. L'état général, il est bon. L'examen somatique est normal. Donc, comment penser à la forme chronique d'une brucellose? Donc, on peut avoir un état dépressif, des polyalgies, un décalage thermique, des sueurs lors de l'activité physique. Et donc, c'est un syndrome assez bien non spécifique. On peut avoir aussi, ou bien généralement, la deuxième composante après la patraquerie bruxellienne, vous avez les localisations septiques secondaires. C'est comme la forme focalisée, mais là, ça dure. Ça veut dire que ça va rester, comme si c'est une focalisation, mais ça va être chronique. Il peut même avoir des brucellomes comme ça. C'est des masses. Donc, ça peut être osseux, osteo-articulaire, surtout rachidien, viscéraux, c'est abcès froid, par exemple, pseudo-tuberculeux du foie, de la rate, du rein, qui doivent être recherchés si on suspecte quelque chose, si on suspecte la brucellose chronique. Leur traitement est susceptible d'améliorer le syndrome subjectif. Le traitement général est généralement peut-être chirurgical dans cette phase-là. Des phénomènes immunoallergiques, donc il y a une hypersensibilité. On peut avoir un érythème noueux, une uvéite ou une iridocyclite. En particulier de la femme enceinte, donc face à une brucellose, s'il y a un passage transplacentaire de cette maladie ou bien de cette bactérie, ça a été décrit dans des pays endémiques, c'est qu'il y aurait des avortements ou bien des morts in utero. Le diagnostic positif, si on suspecte, mis à part la mention d'exposition, bien sûr, pour vous, il faut garder ça à l'esprit, mais pour faire le diagnostic déjà de la brucellose, il y a quelques indicateurs et il y a quelques examens qui peuvent confirmer ou bien renforcer au moins notre diagnostic. Comme ça, des indicateurs qui peuvent nous faire suspecter le diagnostic, on peut avoir l'absence d'hyperleucocytose. Donc, vous imaginez avec autant de fièvre, elle dépasse facilement les 39 degrés, et finalement, vous ne trouvez pas d'hyperleucocytose. Vous pouvez même avoir une neutropénie et parfois une thrombopénie, une élévation franche de la protéine de la CRP et des transaminases hépatiques, qui est possible. Les techniques d'imagerie, donc notamment la scintigraphie osseuse, la tomodensitométrie, l'IRM et tout ça, donc ça va nous aider pour détecter les focalisations, les complications, etc. Pour le diagnostic bactériologique direct, c'est le diagnostic de certitude, c'est justement de mettre en évidence les brucella. Donc, il demeure fondé sur l'isolement en culture des brucelles. On passe après, donc une fois, là, on va tous la séroagglutination de Wright. C'est la plus ancienne, c'est la première technique sérologique décrite, donc en 1897. Elle demeure la référence préconisée par l'OMS. C'est pas parce qu'elle est meilleure aux autres, mais c'est juste qu'il y a un sérum en quelque sorte comme ça de norme qui permet d'avoir euh, euh, les valeurs en unité internationale. Voilà. De la même référence, sinon surtout de type IgM, accessoirement de type IgG. Un titre est reconnu positif, indiqué une brucellose active, s'il dépasse 1 sur 80, c'est-à-dire 120 unités internationales par millilitre. Mais même moins de ça,
est dans un pays endémique, si on est un tamponné, ou bien le test de Rose Bengal. C'est une méthode rapide, donc vous aurez le résultat dans 5 à 10 minutes. Anticorps agglutinants de type IgG et IgM. La sensibilité, elle est très très bonne, donc elle dépasse les 95%. Elle est très utile en zone d'endémie, mais elle présente quand même les mêmes limites que le séro, nombreuses réactions croisées dues à d'autres maladies infectieuses. Ce qui se passe avec les séroagglutinations, que ce soit cette EAT ou bien le RIGHT, c'est que si la personne a un autre germe, notamment pas tous les germes, ça risque de donner un faux positif, notamment le Vibrio cholerae, la Francisella, les la Yersinia et d'autres. Vous aurez la liste sur le polycopier. Là, si vous avez cette infection, il y aura un faux positif. C'est ça la limite de ces deux tests. Mais également lors de maladies, donc pas uniquement des maladies infectieuses qui peuvent fausser le résultat, il y a aussi certaines maladies auto-immunes et même certains cancers. Donc pour cette deuxième technique, un titre supérieur ou égal au 1 sur 4 est classiquement observé lors des brucelloses aiguës. D'autres techniques sérologiques disponibles qui permettent d'apprécier au mieux le stade de l'infection en évaluant les divers isotypes d'anticorps. Donc, la liste des techniques, vous l'avez sur polycopier. Seulement, là, j'ai enlevé, on ne va pas lire ELISA, complément, etc. C'est juste que leur intérêt, c'est que ça peut nous donner, donc, ça nous renseigne sur les IgM. Donc, si on a des IgM élevés, ça a une valeur en faveur de l'infection aiguë, récente ou bien actuelle. Les IgA d'une infection focale traînante, les IgG, bien sûr, c'est pour l'infection en suspicion que médecin du travail, ça devrait être un message de prévention que nous devrons passer à tous les personnels de soins, à tous les médecins notamment, c'est que toute suspicion clinique de brucellose doit être impérativement signalée aux biologistes et aux techniciens du laboratoire, parce que là, il y a un risque de contamination élevé. Et même nous, en Algérie, il y avait des cas de brucellose professionnelle et c'était finalement des biologistes de laboratoire. C'est pour le diagnostic des patients. Donc, le traitement, essentiellement, ça va de soi, c'est une antibiothérapie. Pour les foyers chroniques et ou supérés, une ponction, une chirurgie sont possibles. Le traitement antibiotique, il faut au moins 2 molécules actives pendant une période minimale de 6 semaines. Les tétracyclines et parmi elles la doxycycline orale, c'est la base, même chez nous, enfin surtout chez nous. La rifampicine aussi, association avec les aminosides indiqués parce qu'ils sont très actifs sur les brucellas circulantes, donc ils n'agissent pas en intracellulaire, mais pour les germes circulants, ils sont très efficaces. Le cotrémoxazole et les fluoroquinolones sont considérés comme des antibiotiques de réserve, c'est-à-dire ce sont les formes graves, les formes méningées, là on doit les retirer, enfin les utiliser, les retirer des armoires, bien sûr. Donc là, l'instruction, vous avez donc déjà un moyen, un guide très très intéressant et réglementaire. C'est l'instruction ministérielle numéro 7 du 2 avril 2018. Elle est relative au renforcement du programme de prévention et de lutte contre la brucellose. D'ailleurs, elle comporte des critères diagnostiques et même des schémas thérapeutiques. Donc, bon, pour les schémas thérapeutiques, c'est pas nous, mais pour les critères, c'est bien de connaître. Et puis même pour les critères diagnostiques, c'est important. Donc, en plus de ça, en matière de réglementation spécifique, vous avez aussi les 2 arrêtés dont on a parlé tout à l'heure, interministériels, datés du 26/12/95, qui fixent les mesures de prévention et de lutte spécifiques, l'un spécifique à la brucellose ovine et caprine, et l'autre à la brucellose bovine. Donc, le tableau numéro 24 des maladies professionnelles, il répare la brucellose et n'oubliez pas que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, c'est bon pour la brucellose. Est-ce qu'il y a des questions?
Non, c'est clair. Ça va, c'est clair? Ah bon. Oui, c'est clair. C'est bon pour tout le monde? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc, on passe. Oui. Donc, on revient à notre plan. Donc, c'est tellement long et tellement il nous fallait une carte. Donc là, on revient à notre carte. Donc, on est toujours au premier groupe. On a fait la tuberculose, le charbon, la brucellose. Là, juste un mot pour la listériose, la fièvre Q et les poxviroses. Donc, pour la listériose, c'est le Listeria monocytogenes, bacille à gram positif. Il est mobile, ubiquitaire, c'est-à-dire il existe partout, et présent dans l'environnement. Il est pathogène pour le bétail avec des atteintes surtout cérébrales ou génitales et peut provoquer une mortalité importante chez les jeunes animaux. La volaille et les rongeurs sont également sensibles à l'infection. Donc, les listérioses humaines sont observées pour la plupart après consommation d'aliments contaminés. Les infections d'origine professionnelle surviennent surtout lors d'avortements ou de mise bas. L'homme fait le plus souvent une infection inapparente. Les personnes âgées sont exposées à des listérioses. Les femmes enceintes, là, je pense que vous connaissiez, c'est un problème quand même pour les femmes enceintes. Le Listeria monocytogenes est responsable d'infections intra-utérines avec avortement, ainsi que des méningites et des atteintes disséminées, granulomatosis infantiseptica du nouveau-né. Donc, c'est des atteintes vraiment partout du nouveau-né. Alors, on passe à la fièvre Q. C'est la Coxiella burnetii, petite bactérie intracellulaire obligatoire à gram négatif. Donc, elle active chez les ruminants, les animaux de compagnie aussi, donc le chat, etc. Plus rarement les reptiles, les oiseaux, les tiques. Chez l'animal, la bactérie est présente dans les urines, le lait, les selles et les produits d'accouchement, le plus souvent asymptomatique. Plusieurs mois dans le milieu extérieur et la contamination peut se faire à partir de l'environnement. Donc là, elle résiste à l'environnement et elle persiste donc dans l'environnement. Ça peut contaminer après. L'infection humaine aiguë, le plus souvent, elle est asymptomatique ou bénigne et peut se traduire par un syndrome pseudogrippal simple. Les personnes à risque d'infection sévère sont les femmes enceintes avec un risque d'avortement, les cardiaques avec un risque d'endocardite, une évolution est possible. Where are you? Vous êtes là? Non. Il y a une coupure. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion, il y a des coupures. Un temps de latence assez important. C'est un problème de connexion, docteur. Ah, d'accord. Moi, j'ai cru que le temps de bouger le doigt pour débloquer le micro. D'accord. Donc, je vous ai dit que finalement, ça nous donne plein d'idées concernant l'aptitude. Parce qu'on se dit que finalement, si je constate qu'il y a un cardiopathe, je dois bien réfléchir avant de l'affecter à un milieu connu, si on trouve, s'il y a des prélèvements, si on a la chance un jour de réaliser comme ça des prélèvements systématiques. Donc, c'est bien de connaître finalement. Alors, une évolution chronique, elle est possible. La transmission interhumaine est exceptionnelle. C'est surtout s'il y a un contact avec le placenta lors d'un accouchement et transfusion sanguine. Donc finalement, les sages-femmes sont exposées à plus de germes qu'elles ne le croient. Vous imaginez des patients qui font ce genre d'infection et après, s'il n'y a pas assez de mesures standards d'hygiène au milieu hospitalier, donc ça contamine tout le personnel. Donc l'époxvirose, deux poxvirus sont reconnus responsables de zoonoses professionnelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Non? J'ai cru entendre. Non. On est seul. Ça va.
Alors, donc je disais, deux poxvirus sont reconnus responsables de zoonoses professionnelles concernant les poxviroses. L'homme se contamine auprès des animaux et le virus pénètre par voie cutanée. Ça, c'est ce que vous connaissez comme l'ORF. Ce sont des lésions cutanées comme ça, localisées, des maculopapules qui évoluent sur plusieurs semaines vers un nodule. C'est le nodule, pardon, non, pas le nodule des Treyer. Si, voilà, ce sont les nodules du Treyer. C'est aussi d'ailleurs, c'est une dermatose ancienne. Généralement, vous allez le voir dans les dermatoses professionnelles. C'est juste une petite, comme ça, lésion cutanée. Elle peut laisser une cicatrice comme elle peut ne pas laisser de cicatrice. Les lésions le plus souvent uniques siègent le plus, surtout au niveau des mains. Donc, on passe, juste un mot aussi pour les encéphalopathies spongiformes bovines. C'est la fameuse vache folle des années 90, 96 surtout. Donc, c'est un prion, protéine neuronale, qui acquiert une structure post-traductionnelle anormale. C'est ce qui la rend pathogène et infectieuse. L'accumulation du prion dans les neurones entraîne leur destruction. C'est la fameuse maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme. Donc, cette même atteinte neurologique, donc c'est chez l'homme, ça s'appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Elle est apparue au Royaume-Uni en 1996. Elle a été accompagnée de 228 cas humains. Actuellement, elle est exceptionnelle. Et quand même, il y avait beaucoup de médiatisation à l'époque. Vous étiez très jeune, je suppose. Mais je me rappelle, ça parlait tout le temps dans les médias, la vache folle, la vache folle. Donc, tout Oui, ça pour, en Angleterre. quand je vois le chiffre, 228 cas seulement. Pardon? Oui, c'était en Angleterre. Mais c'était médiatisé, hein. On en parlait. Les gens Oui, ont oui. arrêté d'acheter la viande de bœuf. Oui, il y avait quand même des conséquences. Donc, les mycoses cutanées, Périonyxis et onyxis, les teignes ou mycoses d'origine animale sont dues essentiellement à des dermatophytes zoophiles appartenant au genre Microsporum, Trichophyton. Donc, le premier, c'est beaucoup plus le cuir chevelu, la peau glabre. Le deuxième, c'est les folliculites, c'est surtout la barbe, les orteils, les plis interdigitaux. Donc, ça peut être causé par un contact avec des animaux, surtout dans un milieu humide, ça va de soi. Donc là, on a terminé pour le premier groupe. Donc le deuxième groupe, on ne va pas le détailler maintenant en présentation, mais vous avez sur le polycopier ces résumés. On passe au troisième groupe, ce sont les zoonoses transmises par les carnivores sauvages et domestiques. Bien sûr, on va directement à l'arrache. On ne va pas la détailler beaucoup, mais quand même, c'est important. Donc, c'est un virus, c'est le rabies lissavirus, virus à arène. L'homme est contaminé par morsure ou bien léchage sur une peau excoriée. L'incubation peut être de plusieurs mois, mais une fois déclarée, la maladie est inéluctablement mortelle. Pardon. Donc, ça, c'est pour la rage. Les Echinococcus, là aussi, on va en parler un peu. Donc, ce sont des platelminthes. Les hôtes naturels sont des carnivores, donc l'Echinococcus multilocularis et Echinococcus granulosus. Là, ils sont différentes questions pathologies. L'un, donc, c'est la kystique, l'autre, c'est la pulmonaire. Enfin, je vous ai fait un petit résumé. Donc, les hôtes naturels sont les carnivores, les canidés, surtout le chien. Les œufs libérés par ces deux petits ténias dans l'environnement sont ingérés par les animaux sauvages ou accidentellement par l'homme aussi, mais ce sont des hôtes intermédiaires. Donc, il n'y a pas une continuation enfin, le cycle ne sera pas terminé. Donc, ça ne deviendra jamais une larve adulte chez lesquels le parasite est en impasse biologique. On dit qu'il restera comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il va s'enkyster. Donc, il y aura un kyste. Une fois, il s'est déplacé du tube digestif vers les tissus. C'est pour ça qu'il y a le foie, parce que c'est juste à côté.
Donc, et après, il y aura la formation du kyste. Donc, chez l'hôte intermédiaire, principalement les ovins, le foie, c'est le premier organe touché. Donc, après, on va détailler, comme on a détaillé la brucellose, on va détailler la leptospirose. Ce sont des zoonoses transmises par les rongeurs. Donc, pour les autres, les zoonoses transmises par les primates, les zoonoses transmises par les chauves-souris et ainsi que par les oiseaux. Et après, il y aura par les vecteurs. Là, vous trouverez sur le polycopier des petits résumés. Donc, après la leptospirose, on passera à la prévention parce que c'est plus important. Donc, pour la leptospirose, les leptospires sont des bactéries fines, spiralées à gram négatif, qui sont mobiles, peuvent même être très mobiles. D'ailleurs, c'est parmi leurs facteurs de pathogénicité, c'est qu'en quelque sorte, elles s'échappent. Elles sont tellement mobiles qu'elles peuvent fuir le système immunitaire. Donc, elles sont aérobies strictes. Le genre Leptospira comporte 35 espèces, dont 13 espèces pathogènes, alors qu'avant, on parlait d'un chiffre moins. Les deux souches Leptospira interrogans et Leptospira biflexas ont la faculté de survivre dans l'environnement. Généralement, quand on parle de leptospirose, c'est le Leptospira interrogans, c'est ça. L'autre, d'ailleurs, c'est un saprophyte seulement. Et même les autres pathogènes, ils n'ont pas assez de résistance dans l'environnement. Et c'est pour ça que je vous ai mis ça. C'est que ça reste toujours la cause de la leptospirose maladie. C'est cette souche-là. La leptospirose est due à Leptospira interrogans, espèce qui comprend au moins 218 sérovars. Mais question sérovars, ça ne change pas les manifestations cliniques. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, c'est les mêmes manifestations, question maladie. Le principal réservoir animal est constitué par les petits rongeurs sauvages qui contaminent de nombreuses espèces de mammifères domestiques et sauvages. Ces animaux sont souvent infectés chroniquement en absence de tout symptôme, malheureusement pour nous. Donc, ils excrètent la bactérie dans les urines, entraînant une contamination de l'environnement, en particulier hydrique, où la bactérie peut survivre librement. Donc, à chaque fois qu'il y a une collection d'eau, si c'est contaminé par les urines de rats, de souris, donc ça risque de persister longtemps. Et si quelqu'un touche ou bien marche pieds nus dans cette flaque d'eau, ce marécage, etc., les égouts pour les travailleurs. Donc, s'ils ne portent pas des bottes assez étanches, il y a risque de contamination. Et on va voir que c'est plus fréquent qu'on en entend parler. C'est juste un problème de diagnostic. Donc, la leptospirose est une zoonose de répartition mondiale, donc elle existe partout, où l'homme se retrouve être un hôte occasionnel dans un cycle impliquant les animaux sauvages et domestiques. C'est une maladie émergente, mais qui est négligée. Les estimations les plus récentes dénombrent environ 1 million de cas sévères de leptospirose et 60 000 décès par an. Donc, à l'échelle mondiale, on estime que 48% des cas et 42% des cas de décès, enfin des décès, surviennent chez des adultes de sexe masculin âgés de 20 à 49 ans. C'est des travailleurs, ça. Donc, cette prédominance masculine, justement, c'est une surprésentation professionnelle. Voilà, c'est ça. Et puis même les loisirs à risque dans les rivières et tout ça, c'est surtout les hommes. Donc, le développement de la leptospirose et la progression de la maladie sont le résultat de l'interaction entre la virulence de la souche infectante, de son inoculum, c'est-à-dire cette dose qu'on a contractée au cours de l'exposition environnementale, et des facteurs génétiques de l'hôte. Oui, donc ça veut dire que une leptospirose ou pas. Donc, apparemment, il y a des différences dans le système HLA. Il y a aussi une différence de reconnaissance par les cellules de l'immunité innée qui diffère d'une personne à une autre. Mais ça reste très mal connu. Donc, les leptospires pathogènes sont des bactéries extracellulaires capables d'échapper au système immunitaire de l'hôte.
d'adhérer à de nombreux types de cellules et possédant un système de motilité unique leur permettant de rapidement disséminer chez l'hôte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont tellement mobiles qu'elles peuvent disséminer rapidement. Considérée comme la zoonose la plus fréquente, elle se présente dans le monde entier, ça on l'a dit. Moins de la moitié des cas sont liés à une activité professionnelle, ça c'est important. Donc, moins de la moitié des cas de leptospirose sont dus à une activité professionnelle, en particulier une activité agricole. Ça c'est important. Donc, une prédominance saisonnière, c'est surtout la saison des pluies en zone tropicale, c'est pas nous, mais quand même en fin de l'été, début de l'automne dans les pays tempérés. Donc, vous imaginez, à chaque fois, il y a des rats, il y a de la pluie qui fait sortir l'eau des égouts. Donc, si la personne porte des sandales, c'est bon, elle risque d'être contaminée. Et après, peut-être c'est par manque de diagnostic seulement qu'on n'a pas dépisté la maladie. La pathogénie, donc l'incubation est de 10 jours en moyenne, donc en réalité 3 à 30 jours. Présentation clinique très polymorphe, de la forme fébrile anictérique qui est observée dans 90% des cas, jusqu'à une défaillance multiviscérale potentiellement mortelle, caractérisée par l'association. Donc, c'est quoi cette défaillance multiviscérale? Elle comporte une défaillance hépatique traduite par un ictère, d'une insuffisance rénale et d'hémorragie viscérale. C'est pour ça, d'ailleurs, avant, on parlait de... On parlait de leptospirose ictéro-hémorragique. C'est ça la forme grave. Donc, parce que vous voyez, la défaillance hépatique elle est traduite par un ictère, une insuffisance rénale et d'hémorragie viscérale. On retrouve également des formes pulmonaires sévères, également pourvoyeuses d'une mortalité élevée. Donc, s'il y a une forme pulmonaire, là aussi, il y a un mauvais pronostic. L'évolution de la leptospirose est biphasique, avec une phase septicémique initiale d'environ une semaine, suivie d'une brève d'effervescence thermique, c'est-à-dire on a l'impression que la personne, c'est bon, elle est guérie, et là, ça reprend en plus fort et ça reprend avec des complications. Ça ne vous rappelle rien? Donc, c'est un peu, ça ressemble, je pense, ça ressemble un peu à cette tempête immunologique de la Covid. Donc, caractérisée par l'apparition des anticorps au cours de laquelle la fièvre peut réapparaître transitoirement. Les complications apparaissent plutôt pendant cette deuxième période. Dans la pratique, il est souvent très difficile de distinguer ces phases, les patients pouvant se présenter d'emblée avec des complications viscérales. C'est-à-dire, là, on vous dit que classiquement, il y a deux phases. La première, c'est là où il y a... Pardon. C'est là où il y a la fièvre et tout ça. Et après, ça se calme un peu et ça reprend avec des complications. Mais en consultation, c'est-à-dire en pratique, c'est pas évident de voir les deux phases parce qu'on peut rencontrer directement le patient avec des symptômes pulmonaires, des symptômes cardiaques, c'est-à-dire directement avec la complication et c'est pas évident pour le diagnostic. Alors, donc, l'évolution de la leptospirose et, donc, la forme anictérique non compliquée, c'est ça la forme, la première phase, la première semaine, comme on a dit. C'est la manifestation clinique la plus fréquente et les principaux symptômes sont fièvre de début brutale, des céphalées, des myalgies, une suffusion conjonctivale. Là, on en parle. Donc, des manifestations digestives type ictère, anorexie, vomissement, douleur abdominale, des diarrhées, des manifestations respiratoires, toux, hémoptysie. Donc là, voici la suffusion conjonctivale. Donc, ça veut dire que c'est une rougeur. D'ailleurs, vous voyez l'ictère. Donc, il y a un mélange. Donc, vous voyez la rougeur, quand même, c'est une suffusion, comme s'il y a une hémorragie dans la sclérotique. Et il y a aussi l'ictère. Donc, si vous voyez ça, donc c'est assez spécifique de la leptospirose. C'est presque pathognomonique, la leptospirose. D'accord? Donc ça, il faut se rappeler de ce signe-là. La constatation dès l'admission d'un ictère ou de signes respiratoires doit faire suspecter une forme sévère. Donc, si quelqu'un fait directement
de l'ictère avec des signes respiratoires, il faut s'attendre au pire. Donc, la majorité des signes suscités sont non spécifiques, mais la suffusion conjonctivale, comme je l'ai dit, surtout, c'est une rougeur, surtout s'il y a l'ictère. Un signe qui est assez spécifique, c'est les myalgies, ce sont les myalgies des mollets et des lombes. Donc, ils pourraient être des signes physiques caractéristiques aussi de la leptospirose. Donc, pour les complications maintenant viscérales, c'est-à-dire il y a eu le calme, un peu le faux calme là, et ça reprend. Qu'est-ce qu'on risque de rencontrer dans cette phase de complications viscérales? Bien sûr, on peut ne pas rencontrer tout le tableau, une complication ou une autre. D'ailleurs, dernièrement, on a entendu parler de cas de leptospirose cardiaque, où il n'y avait rien. Donc, ce sont des patients qui étaient hospitalisés en cardio et finalement, la cause, c'était la leptospirose. Enfin, c'était une forme de complication cardiaque. Donc, la défaillance hépatique et rénale, c'est la manifestation la plus caractéristique de la leptospirose sévère et l'atteinte hépato-rénale associée à des manifestations hémorragiques. C'est le syndrome de Weil. Donc, on appelle ça syndrome de Weil, c'est quoi? Donc, c'est une atteinte hépato-rénale avec manifestation hémorragique. Les manifestations pulmonaires, donc ça peut aller au syndrome de détresse respiratoire aiguë. Les manifestations cardiaques, myocardite, interstitielle, fibrillation auriculaire, troubles de repolarisation, avec ou sans signes cliniques de défaillance cardiaque. D'ailleurs, certaines études ont fait sur la base d'autopsie, ils ont trouvé beaucoup de décès à cause de l'ictospirose et qui n'étaient pas connus avant le décès. Donc, il y avait des analyses après le post-mortem. Alors, des manifestations neurologiques, la méningite aseptique est la manifestation neurologique la plus classique. Les manifestations oculaires, on peut avoir une association d'une suffusion conjonctivale et d'un ictère conjonctival qui serait très évocatrice d'un syndrome de Weil. Quand elle survient au cours de la grossesse, la leptospirose peut provoquer une mort fœtale, un avortement ou une infection néonatale. Le diagnostic, donc on peut passer au diagnostic par PCR, culture, en cherchant l'ADN par technique PCR et bien sûr en cherchant le germe par hémoculture. On peut aussi faire soit une PCR, là c'est la première phase, la première semaine, qu'on appelle la leptospirémie, c'est-à-dire là où il y a une sorte de septicémie. Donc, on peut aussi faire le diagnostic sur la base d'une PCR ou bien d'une culture du LCR, du liquide céphalorachidien, entre la première et la deuxième semaine. La deuxième semaine, c'est la phase immune. C'est-à-dire là, c'est là où ça commence à produire, enfin, le corps commence à produire des anticorps. Donc, la PCR avec la culture même d'urine, ça veut dire qu'il y a une élimination de leptospire dans les urines. Il y a aussi le test ELISA avec au sérum, la sérologie, la recherche d'IgM. Il y a aussi la microscopic agglutination test, MAT, avec aussi la sérologie, qui est la technique de référence permettant le sérotypage de la souche. Donc, bon, là, vous aurez des petits résumés seulement. La prévention, donc surtout, il faut lutter contre le rongeur, en plus des mesures générales qu'on va détailler après dans la partie prévention. On doit parler de la vaccination contre la leptospirose. Donc, c'est une vaccination recommandée pour différentes professions notamment. Donc, les égoutiers, les employés de voirie, le personnel ou bien les personnels de traitement des eaux usées, les personnels des abattoirs, les gardes-pêche, les travailleurs agricoles, etc. Donc, le schéma vaccinal comporte 2 injections à 15 jours d'intervalle, un rappel entre 3 et 6 mois, et ensuite tous les 2 ans. Donc, si vous trouvez, je n'ai pas vérifié les anciens documents, je sais, normalement, c'est le même schéma. Ça me dit quelque chose. C'est le même schéma qu'on a. C'est une vaccination qui est disponible en Algérie. Non, non, malheureusement, non. C'est un vaccin qui coûte très cher. Je pense qu'on n'a jamais acheté en Algérie, non. Elle n'est pas disponible.
Non. Il y avait même des demandes, mais elle n'a jamais été achetée. Donc, elle n'est pas disponible, non. Donc, même juste pour le schéma, que si vous rencontrez d'autres documents et il y a un autre schéma, sachez que ce schéma, je l'ai pris d'un document datant de 2020. Donc, c'est bon, vous prenez celui-là. C'est bon? Donc, les leptospiroses sont réparées au titre du tableau numéro 19 et c'est une maladie à déclaration obligatoire en Algérie. Donc, c'est bon pour la leptospirose, c'est bon pour les exemples. On ne va pas détailler les autres exemples de zoonose. On passe directement à la prévention. Donc, les mesures, on a des mesures d'ordre général. C'est que les locaux d'élevage, par exemple, ils doivent rester propres, entretenus, en prévenant les intrusions de rongeurs. Parce que finalement, si ce contact entre les animaux, par exemple un animal sauvage, il vous contamine le bétail et après le bétail contamine l'homme, donc il faut essayer de couper le cycle de transmission au maximum. Éviter les contacts avec d'autres animaux domestiques et sauvages. Par exemple, quelqu'un qui a un chien, ou bien s'il y a des chiens de garde, il faut éviter qu'ils soient en contact avec des chiens errants, par exemple. Donc, la surveillance continue de l'état de santé des animaux est essentielle. S'il y a des vaccins à faire, donc il faut les faire. Les animaux de compagnie, chiens et chats, etc., doivent être protégés contre les arthropodes, parce que là, on l'a dit, il y a pas mal de zoonoses qui sont transmises par des vecteurs. Donc, il n'y a pas forcément un contact direct avec l'animal malade, mais il suffit d'avoir un moustique, etc. Donc, d'ailleurs, là, par exemple, le virus Zika, vous avez... Bon, il y a un petit... Bon, on n'a pas détaillé, mais je le cite aussi. Enfin, il est cité dans le cours. Donc là, il faut traiter, s'il le faut, il faut mettre des produits répulsifs pour empêcher, enfin, pour lutter contre les insectes. Mesures spécifiques pour de moyens de protection, là pour les travailleurs bien sûr, pour de moyens de protection individuels, bottes, gants, masques, lunettes de protection, vêtements spécifiques pour le travail, lavage des mains après tout contact avec un animal. Le personnel d'abattoir et d'équérissage doit respecter les règles de manipulation. Ils doivent être informés bien sûr, l'information c'est très très important. Si suspicion d'infection, les cadavres d'animaux doivent être transportés avec des mesures des précautions. Au milieu forestier, il faut mettre des vêtements couvrant les bras, les jambes et effectuer une recherche soigneuse de tiques sur tout le corps après tout travail. C'est l'intérêt aussi de prendre une douche après le travail. L'utilisation de répulsifs protège également contre les moustiques et les mouches. Il ne faut pas boire d'eau non traitée et manger des fruits sauvages. Il ne faut pas donc. Le contact avec les animaux sauvages est à éviter et les cadavres doivent être manipulés avec précaution. Le travail en environnement hydrique, notamment chez les égoutiers, le travail dans les canaux, etc., nécessite d'éviter tout contact, donc des tenues étanches normalement, des bottes, etc. L'information du personnel des risques, des principales mesures préventives permettant une manipulation sur des animaux et de la nécessité d'une hygiène personnelle rigoureuse. Les zoonoses dotées d'une transmission interhumaine comme la fièvre Ebola par exemple, là il faut prendre des précautions pendant la prise en charge des patients, les cadavres déposés dans des sacs étanches, l'isolement strict du malade, etc. Au laboratoire de diagnostic, les manipulations des prélèvements doivent tenir compte du niveau de risque suspecté. La surveillance, bien sûr, médicale en médecine du travail, nous. Donc, les personnes immunodéprimées chez lesquelles une infection, même bénigne, peut être grave ou évoluer vers la chronicité, doivent être écartées des métiers à risque d'exposition à un agent infectieux. Pour les femmes enceintes, donc, des mesures de protection ou d'éloignement du lieu de travail doivent être prises en cas de risque, notamment de toxoplasmose. Les vaccinations pour les animaux sont nombreuses et plusieurs autres sont en développement. Elles ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays. Elles ont pour but de protéger les animaux ou d'éviter une contamination humaine, mais n'agissent pas sur la circulation des agents pathogènes. Ça veut dire c'est pas vraiment une éradication de l'agent de la nature. Donc, les vaccinations humaines sont moins nombreuses et ont en général des indications limitées et réservée au personnel à risque élevé d'exposition. Et rappelez-vous, s'il vous plaît,
J'ai vu pas mal de fois dans les réponses, même des résidents, sur des copies de DEMS, l'expression suivante, vaccination contre la brucellose pour l'homme. Non, 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 ça n'existe pas. La vaccination contre la brucellose, c'est pour l'animal. Pour l'homme, elle n'existe pas. S'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Donc, la vaccination peut être préventive et systématique ou sinon administrée le plus tôt possible après un contact susceptible d'être contaminant. Donc là, par exemple, préventive, systématique, c'est pour la... pardon. Là, on parlait justement de... Je commence à perdre le mot. Donc, je disais, j'allais dire, enfin, c'est bon, ça m'a échappé l'idée. Pour la vaccination, j'allais dire que pour la préventive systématique, pour la leptospirose par exemple, avant d'être exposé, on l'a fait. Mais sinon, administrer le plus tôt possible après un contact, c'est ça, c'est la rage. C'est la vaccination contre la rage. C'est ce qu'on fait généralement. Donc, c'est bon pour le cours. Le polycopier, vous l'aurez probablement demain ou après-demain. Enfin, après-demain, c'est naïf. Inch'Allah. Donc, vous l'aurez le plus tôt possible. J'essaierai même de vous envoyer quelques autres documents si vous êtes intéressés. Est-ce que vous voulez que je vous envoie là les EMC? Oui, s'il vous plaît, docteur. Oui, ça ne me dérange pas, bien sûr. Avec plaisir. Donc, j'essaierai de... Seulement, il ne faut pas les publier. Ils sont... Bon, vous savez, c'est interdit de diffuser les articles qui sont payants. D'accord. Donc, même si vous les donnez, il faut les donner comme ça, en flash disque, demain au moins. Il ne faut pas les publier sur Facebook, par exemple. On va les garder chez D'accord. nous. D'accord, merci beaucoup. D'accord. D'accord, c'est important parce qu'il y a une traçabilité. Donc, il est interdit de diffuser comme ça. La preuve, vous n'avez jamais trouvé de MC sur Google, ou bien sûr. Donc, généralement, et c'est à l'usage personnel. Donc là, je vous les donne. Mais donc, si vous diffusez, c'est dans des petits groupes, mais de main à main. OK? D'accord. Voilà. Pour le cours, il n'y a pas de problème. Alors, pour le polycopier, vous l'aurez, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Vous n'avez pas de questions? Pas de problème? Ça va. Claire. Ça va? C'est juste ne quittez pas pour que je puisse faire un peu l'absent, enfin la présence. C'est pour transmettre à la présidente du CPRS. Je ne sais pas, c'est important. Donc là, on va... La dernière fois, ça m'a fait beaucoup d'efforts de deviner vos noms. Oui, finalement. Heureusement, il y avait une seule Iman. Oui, Lala, Sarsoub. Oui, il y avait. Heureusement, il y avait des parties du nom. Et finalement, il y avait des absents qui avaient démissionné, je pense, quelque chose comme ça. Alors, j'ai dû me faire aider par docteur Meshta. Alors, donc, voilà, je vais écrire directement un message. D'accord? Comme ça, elle peut dicter. Donc, c'était présent. Point. Donc, bon, allez, docteur, commencez, allez-y. Donc, Chebini. Chebini, comment? Ah merde. Normalement, j'ai la liste. Attendez. Bon, mais allez, donnez-moi comme ça. Donc, docteur, parce que il y a un formulaire à remplir. Donc, je vais le chercher. Pour les prénoms, c'est pas un problème. C'est juste les noms. Aussi, docteur. Docteur Harold, Bouabache. j'ai vu Harold. Oui. Et j'ai vu docteur Ahmed. Non? Oui, il s'appelle Ahmed Boutourmes. Boutoumes. Oui. Alors, docteur Belabas. Bas, je sais bien, Bas. Belabas. Il y a des places. Oui. Non. Aussi. Docteur Bouabache.
Docteur Bouslimani. Docteur Slimani. Bouslimani. Oh. Aussi. دكتور ريحاني. Docteur ريحاني. ريحاني.